Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mon bilan lecture du mois d'avril. Je fais maintenant aussi, comme vous l'avez peut-être remarqué, des vidéos de recommandations de livres une fois par mois. Ma dernière vidéo, c'était sur des recommandations de polar et de thriller. Vous trouverez le lien d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Mais je compte bien sûr continuer les bilans lecture mensuels. Pour ce mois d'avril, j'ai lu une dizaine de livres. Et je commencerai par vous parler de 7 romans contemporains et romans historiques, puis je continuerai par un roman classique, un roman noir et je finirai par une romantaisie. Voilà, j'espère que vous allez faire de belles découvertes et c'est parti. Je vais donc commencer par les romans contemporains et romans historiques. Alors la plupart parus récemment, voire très très récemment. Le premier dont je vais vous parler, c'est un roman qui s'appelle Quand notre terre touchait le ciel de Tsering Yangsom Lama et il a été publié en 1922. Alors ce roman, c'est une fresque qui débute en 1960 et va jusqu'en 2012, donc de manière plus contemporaine. Les parties sont mélangées, les époques, les personnages, tout est mélangé dans le livre. Ce récit, c'est l'histoire d'un exil de Tibétains qui, après l'invasion chinoise, ont dû fuir leur terre, fuir le Tibet pour traverser les montagnes et arriver au Népal. Et on suit particulièrement une famille précisément, dont deux sœurs, Lamo et Tenki, qui elles-mêmes ont fait ce parcours pour arriver dans un camp au Népal. Alors c'est l'occasion de découvrir la culture tibétaine, la tragédie aussi qu'ont subi ces Tibétains, les conditions de vie aussi dans lesquelles ils se sont retrouvés arrivés au Népal. On y découvre leurs coutumes, leurs rites, leur religion, tout ça avec beaucoup de détails et je trouve ça très intéressant et à quel point toutes ces choses-là, tous ces rites et leurs croyances, leurs religions sont importants pour eux. Donc ça, c'est la partie plus ancienne. En 2012, on suit aussi du coup Dolma, qui est la fille de Lamo et qui vit seule à Toronto au Canada avec sa tante Tenki. Dolma elle-même a fui le Népal, comme sa tante Tenki. Lamo par contre est restée au Népal. Et voilà, il est question de l'histoire de ces personnes-là, mais aussi il est question d'un coup. Alors en fait, je ne sais pas comment le prononcer, ça s'écrit K-U. C'est une petite statuette en argile qui représente un saint, le saint sans nom. Donc voilà, et qui est vénéré par cette famille, qui est vénérée par les Tibétains. Et c'est une statuette qu'on va retrouver, qui va apparaître, disparaître tout au fil du livre et qui aura une importance cruciale dans le récit et pour cette famille. Dans ce récit, il est aussi question de spoliation, des musées, des collectionneurs, de comment des objets sacrés se sont retrouvés à l'autre bout du monde, qu'on a en fait enlevés au peuple. Donc voilà un thème intéressant aussi, je trouve, qui est abordé. Et il est question d'un autre personnage, Samphel, qui lui aussi a fui le Tibet et s'est retrouvé dans un camp au Népal, mais qui a choisi une voie très très différente que celle de la famille que l'on suit, et qui a en tout cas un lien très très fort avec Lamo. C'est un premier roman et l'autrice, qui est canadienne, vient elle-même d'une famille tibétaine. Elle a elle aussi dû quitter le Népal pour aller vivre au Canada. Donc, ce que je trouve particulièrement intéressant, parce que sa voix à travers ce récit fictif est quand même une source fiable pour découvrir ce peuple, cet exil terrible,
et nous rappeler à quel point leur histoire est aussi toujours d'actualité. C'est un livre vraiment que je vous recommande. Alors je vais passer à un livre complètement différent. C'est Le langage des choses cachées de Cécile Coulon, qui a été publié cette année et qui est un très court roman, c'est 135 pages je crois. Un récit envoûtant, sombre. On y retrouve vraiment, je trouve, l'écriture qui en fait tout son intérêt d'ailleurs au roman, l'écriture de Cécile Coulon qui est aussi poétesse, et c'est ce qui rend ce roman particulièrement unique et intéressant, je trouve. Cécile Coulon dit l'avoir écrit dans un état hypnotique, bouillonnant et fiévreux, je la cite, et je n'en doute pas du tout parce que ça se ressent comme sa poésie, la profondeur de son écriture, et c'est ce qui rend vraiment le livre unique. Alors, l'histoire, ça se passe dans un hameau. C'est un peu hors du temps. Alors, les temps modernes sont évoqués, mais on ne sait pas trop, et je pense que c'est volontaire où ça se situe. En tout cas, voilà. C'est lors d'une nuit où on suit dans un hameau qui s'appelle le Fond du Puy le fils, aucun nom n'est donné dans le roman, le fils qui est appelé par un prêtre dans le hameau parce qu'il a le don de sa mère, il peut guérir ou ne pas guérir, il peut faire le choix de ne pas le faire, les personnes malades, et il est appelé cette nuit-là pour sauver un enfant. Sauf que ce fils a une façon bien différente du commun des mortels d'aborder ce qui l'entoure, non seulement, en plus de ses talents de guérisseur, et il perçoit le passé et les choses notamment terribles, violentes, dures qui ont pu se produire. Et cette nuit-là, elle n'est pas comme les autres, parce que autant il va s'occuper de l'enfant, autant il va ressentir quelque chose de monstrueux qui s'est passé dans le hameau, et il va être face à un choix. Et j'en dirai pas plus parce que c'est ensuite tout l'intérêt du livre, je ne veux pas spoiler. Cet aspect sombre avec cette écriture particulière, je l'avais retrouvé et beaucoup apprécié dans son précédent roman qui s'appelle Seul en sa demeure, qui avait été publié en 2021. Et avec une atmosphère vraiment particulière, même si l'histoire est très différente. Et c'est un livre que je vous recommande, moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Et voilà, et moi c'est vrai que j'ai tendance quand même à préférer les récits plus longs, même si le langage des choses cachées vaut le détour. Et j'enchaîne avec un roman encore différent, publié aussi cette année. C'est Ce pays qu'on appelle Vivre d'Ariane Bois. Alors en fait ce récit est fictif, mais historique aussi quand même, puisqu'il s'intéresse au camp de Mille, près d'Aix-en-Provence, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on y suit Leonard Stein, un juif allemand qui a fui son pays pour rejoindre la Côte d'Azur en France, où d'ailleurs il y rejoint beaucoup d'artistes, d'intellectuels. Mais rapidement, même avant que Pétain instaure le gouvernement de Vichy, les Français ont parqué tous les étrangers, quels qu'ils soient, juifs ou non. Et donc la majorité de ces personnes qui s'étaient retrouvées là, étrangères, donc même venant de pays très différents, se retrouvent donc dans ce fameux camp 2000. Alors là-bas, les conditions les conditions de vie sont affligeantes, mais on leur accorde des fois quand même la possibilité d'aller à Marseille pour se procurer des papiers, pour essayer de rejoindre un autre pays plus sûr. Donc voilà, on leur promet qu'ils seront protégés des Allemands, qu'ils sont en sécurité,
mais la situation est quand même très très particulière et tout ce qui est papier administratif, ça s'avère extrêmement compliqué. Lors d'une sortie à Marseille, Léonard Stein, qui en fait, lui, j'ai oublié de le préciser, il est caricaturiste, dessinateur, et il rencontre une femme juive elle aussi, mais libre. D'ailleurs, à ce moment-là, même après qu'il y a le gouvernement de Vichy, là, il y a toujours Marseille, Aix-en-Provence, c'est la zone libre. Margot. Et alors Margot, elle essaie d'aider en fait les enfants. Elle est vraiment dans l'aide aux personnes qui en ont besoin. Et ils vont tomber, ils vont beaucoup se rapprocher, ils vont tomber amoureux et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider Léonard à sortir du camp de Mille et de pouvoir rejoindre un autre pays. Dans le camp de Mille, donc on y retrouve aussi étonnamment beaucoup d'artistes et d'intellectuels. Et l'autrice cite notamment des personnes qui ont réellement existé, par exemple comme Max Ernst. Elle donne comme ça pas mal de noms de gens qui ont vraiment vécu dans ce camp, qui sont passés par là, dont certains voilà, ont pu fuir par exemple jusqu'aux États-Unis ou en Amérique latine, etc. La fin est assez expéditive, ça m'a un peu surpris, mais bon, c'est terrible. On y suit le purgement final du camp de Mille et c'est vraiment terrible. Ce livre m'a aussi fait penser à un autre qui s'appelle Le Foulard Rouge de François Faure, si je ne me trompe pas, Patrick Faure, excusez-moi, qui était sorti aux éditions Gallimard il y a quelques années, que j'avais beaucoup apprécié et dont le récit se passait dans le camp de Gurs, je crois qu'on dit Gurs, camp un peu semblable au camp de Mille, mais en presque pire si c'est possible. En tout cas, le camp de Gurs est beaucoup cité par l'autrice. On retrouve souvent des références à ce camp tout le long du récit. Et c'est un livre que je vous recommande beaucoup. En tout cas, c'est un sujet, moi, que je découvre grâce à ces livres. Je ne connaissais pas ces camps et je ne connaissais pas toutes ces histoires. Et c'est très intéressant. Et maintenant, pour rester sur la thématique de la Deuxième Guerre mondiale, je vais vous parler du livre La clandestine de Jersey, écrit par Jenny LeCoat. Jenny LeCoat, l'autrice, est elle-même de Jersey. Et donc, ce récit est en fait une histoire vraie. L'autrice a juste changé certains noms. Et donc, ça commence au tout début de la Deuxième Guerre mondiale et ça se termine à la Libération. On suit Eddie. Alors, Eddie, c'est une Autrichienne, mais qui a, comme elle est juive, elle a fui suffisamment tôt pour prendre refuge sur l'île de Jersey. Et malgré tout, voilà, donc les nazis arrivent et occupent l'île. Et bien qu'elle soit répertoriée comme juive, elle va réussir à ce que, enfin elle, les circonstances vont faire que peu de gens vont savoir qu'elle est juive, et elle va réussir à devenir traductrice pour les Allemands, afin d'avoir de quoi vivre, hein, parce qu'il y a des gros problèmes de famine, hein, pour se procurer de quoi se chauffer, de quoi se nourrir, etc. Donc il fallait des bons pour pouvoir manger, etc., de l'argent. Donc c'est comme ça qu'elle accepte ce travail. Eddie va rencontrer un lieutenant allemand, Kurt. Alors Kurt, il fait partie de ces Allemands qui ont été enrôlés de force. Kurt est absolument Hitler et il ne soutient pas du tout, au contraire, ce qui est en train de se passer. Kurt et Eddie vont avoir une très belle histoire d'amour, hein, je trouve vraiment touchante. Et ils vont tout faire pour, à leur échelle bien sûr, résister.
Donc survivre, parce qu'il est vraiment question de survie, mais aussi de résistance. Malheureusement, les choses évoluent de telle sorte que Eddie va devoir à un moment se cacher. Je n'en dis pas plus. Vous pourrez découvrir, si vous choisissez de lire le livre, ce qui se passe ensuite. J'ai trouvé que c'était un roman plutôt simple, mais pas simpliste. Vraiment, et puis voilà, j'ai découvert comment ça s'était passé, l'occupation des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale à Jersey. Euh, L'histoire d'amour, comme je disais, est belle et touchante. C'est un livre qui se lit en toute simplicité, mais qui a été vraiment une très bonne lecture pour moi. On va changer d'époque et de lieu avec un très court roman à nouveau, Arctique solaire de Sophie van der Linden. Alors en fait, ce roman se concentre sur une peintre qui a réellement existé, Anna Boberg, qui a vécu fin 19e siècle, début 20e siècle, et qui donc était suédoise, vivait de manière très aisée à Stockholm. Son mari était Ferdinand Boberg, un architecte très très réputé. Ils étaient amis avec de nombreux aristocrates, voire même voilà, des gens de la noblesse, puis des célébrités comme Sarah Bernhardt, enfin voilà. Et bref, Anna Boberg est peintre et elle est passionnée par la nature. Et lors d'un voyage aux îles Lofoten, donc vraiment dans l'Arctique, avec son mari, elle va tomber complètement sous le charme, malgré la rudesse aussi de l'endroit, de cet espace. Elle et son mari s'aiment et se respectent mutuellement vraiment énormément, mais à partir de ses 40 ans, tous les hivers, elle part dans les îles Lofoten s'installer pour peindre. Donc voilà. Et je vous mets ici quelques reproductions, quelques images de ces tableaux que je trouve particulièrement beaux. On voit notamment des aurores boréales. Ça fait rêver. Pour moi en tout cas. C'est de la peinture impressionniste. Et je trouve que Sophie van der Linden, l'autrice, retranscrit ce style impressionniste à travers son écriture. On est vraiment plongé, immergé dans l'espace, dans les sentiments que la nature nous fait éprouver, aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Il y a la rudesse, il y a la beauté. L'écriture est intéressante aussi. Et bien que le livre soit très court, il a laissé une trace assez belle dans mon esprit. Mais j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice il y a quelques jours, enfin, grâce à la librairie, la super librairie de ma commune, qui avait organisé une rencontre. Et j'ai trouvé que l'autrice Sophie van der Linden était particulièrement humble, très sympathique et passionnée. Elle a fait beaucoup de recherches sur Anna Boberg et Anna Boberg qui en fait fait partie de ces femmes peintres complètement oubliées, effacées de l'histoire. Donc voilà, un beau livre. Lorsque j'ai rencontré l'autrice Sophie van der Linden, j'ai acheté puis lu un autre de ses ouvrages, très court lui aussi, a dit qu'elle préfère, enfin voilà, que c'est le format court qui lui convient le mieux, c'est L'incertitude de l'aube. Alors c'est un récit très très différent d'Arctique solaire, vraiment rien à voir s'il est question de faits réels et de faits très graves. On y suit Anouchka en Russie, une enfant qui s'en va avec son grand-père toute joyeuse pour la rentrée des classes de l'école où il y a une fête qui est organisée. Elle est aussi accompagnée par sa meilleure amie Milena, quel beau prénom.
et la mère de Milena. Et ils vont ensemble à l'école. Sauf que le grand-père va rester, finalement il a des soucis de santé, il va rester un petit peu en retrait. Bon, c'est avec horreur qu'en fait des terroristes interviennent et coincent dans le gymnase de l'école des centaines et des centaines d'enfants et de parents là, dans ce gymnase. Et ils vont rester comme ça des jours sans nourriture, sans eau, sans rien. Ils sont enfermés dans ce gymnase surchauffé et Anouchka avec Milena et la mère de Milena vont se soutenir comme elles peuvent et c'est avec le regard d'Anouchka puisque Sophie van der Linden choisit que la parole, l'écriture, donc la voix soit celle d'Anouchka, ce qui se passe dans sa tête. Et on y retrouve vraiment l'innocence de l'enfant qui souffre, mais qui aussi a un grand imaginaire, qui fuit comme elle peut ces moments extrêmement difficiles et qui vont mener à une fin atroce. Donc comme je disais, l'écriture de l'autrice suit les pensées d'Anouchka et on est vraiment immergé dans les pensées de cet enfant et ça m'a fait vraiment un effet comme voilà, ce flux de pensée, ce flux de conscience très réaliste, très immergent et c'est vraiment aussi la force, je trouve, de ce récit qui est d'autant plus poignant parce qu'on c'est une enfant et puis on a vraiment l'impression d'être avec elle. En fait, cette histoire, elle a réellement eu lieu. C'était il y a 20 ans, en 2004, en Russie. Et Sophie van der Linden a choisi de rendre hommage à ces centaines d'enfants, d'adultes aussi, de bébés aussi, qui ont voilà, rencontré une fin terrible. Et bon, c'est une ode aussi à l'enfance, à l'innocence. Et je pense que pour lire cet ouvrage, il faut quand même avoir le cœur, pardon, bien accroché parce que c'est glaçant. Et je termine avec les romans contemporains et romans historiques avec un livre, mais quel livre magnifique que j'ai absolument adoré, c'est Va où la rivière te porte de Shelley Reid. Alors c'est un roman qui vient juste de sortir. Shelley Reid, elle a été pendant 30 ans, elle l'est sûrement toujours d'ailleurs, maître de conférence dans une université du Colorado. Et elle a choisi justement dans ce livre de s'intéresser à un village dans le Colorado, en plein ouest américain, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où on sait dès le début que le gouvernement va décider de noyer ce village pour en faire une réserve d'eau. On suit Victoria qui a 17 ans au début du récit et elle vit avec son père, son oncle et son frère. Ils s'occupent d'un verger, un verger de pêche et ils sont, elle notamment Victoria, très attachés. L'histoire commence avec une histoire d'amour, mais alors douce, sensible, une très belle histoire d'amour. Mais malheureusement, la vie va devenir rapidement très dure. Et je n'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, c'est très frustrant, mais je pense que c'est vraiment le genre de livre où tout se joue aussi autour de l'attente, de la surprise. Et donc, je préfère vraiment taire ce qui va suivre dans le roman et vous laisser, vous donner la chance de découvrir tout ça par vous-même si vous lisez le roman. En tout cas, il est question de nature, très belle, sans pitié aussi, de survie, de sacrifice, de deuil,
de nos attachements, de ce qui nous constitue, et aussi de la relation, de ce que peut ressentir une mère vis-à-vis de son enfant. L'écriture est très belle, fluide, sensible, pas de clichés, que de la justesse. Voilà, moi j'ai été extrêmement, extrêmement émue. Et je trouve que c'est un roman qui laisse une très belle place à la vie, à l'humanité, à la beauté, à la subtilité, à la bonté, à finalement l'amour, mais dans toute sa largesse. C'était une lecture incroyable pour moi. Je crois même que c'est la plus belle, en tout cas la plus prenante, enfin celle qui m'aura, comme lecture, qui m'aura le plus marqué depuis ce début d'année. Donc évidemment, je ne peux que vous le recommander. Et maintenant, un classique, un livre que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert par hasard, c'est Le pays du dauphin vert d'Elizabeth Gouge. Gouge. C'est britannique. Il a été publié en 1944, mais en fait l'histoire se passe au 19e siècle. On est sur une île anglo-normande. Alors cette fois ce n'est pas Jersey, je pense. Le nom n'est pas donné, mais ça doit être Guernesey. Et on y suit les deux filles, les deux sœurs d'une famille assez aisée. Marianne, qui a 16 ans au début de l'histoire, Marguerite, qui en a 11, et la famille va tisser des liens avec un médecin nouvellement arrivé sur l'île avec son fils William, qui a 13 ans au début de l'histoire. Les deux jeunes filles vont tomber follement amoureuses de William. William les aime aussi beaucoup. Il en préférera une à l'autre, mais je ne dirai pas laquelle. En tout cas, si ce roman est un roman qui tourne autour des histoires d'amour, etc., c'est aussi vraiment un roman d'aventure. Les aventures, ce n'est pas que avec les hommes qu'elles vont avoir lieu, mais aussi avec les femmes. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que les deux sœurs sont très très différentes. Marianne est extrêmement intelligente, futée, très aventureuse. Elle ne supporte pas les lois, les règles imposées aux femmes de l'époque. Marguerite, par contre, alors pareil, on dit que Marianne est très laide, alors que Marguerite, c'est une beauté. Marguerite, elle est très gaie, très innocente, croyante aussi, beaucoup. Et William, lui, fort sympathique, il se rêve marin depuis que, avec Marianne, ils ont réussi à monter à bord du navire de la marine marchande du Dauphin Vert, le Dauphin Vert, et ils ont rencontré le capitaine qui leur a parlé des Maoris, de la Nouvelle-Zélande. Ça les a fait complètement rêver, et donc William veut un jour y aller et souhaite donc devenir marin, ce qu'il deviendra. Et en effet, il va s'installer en Nouvelle-Zélande, il va même passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps en Nouvelle-Zélande, il va s'y installer pour quasiment toute sa vie. Et avec l'une des deux sœurs, je ne dirai pas encore une fois laquelle, mais en tout cas, il y a eu un gros malentendu. Et donc voilà, cette histoire, c'est vraiment des histoires d'aventure avec beaucoup de surprises, de rebondissements avec les Maoris, la colonisation de la Nouvelle-Zélande qui se passe pas forcément de manière évidente et facile. Mais c'est aussi l'histoire d'une relation conjugale, des sacrifices qu'on fait. C'est très riche, c'est très humain. Et ce qu'il faut quand même que je précise, c'est qu'il y a aussi des réflexions assez
poussée, assez profonde sur la colonisation, notamment sur la religion, sur l'humain. C'est voilà. Le roman fait 900 pages, mais ça se lit très très bien. C'est fluide, il y a une légèreté aussi à travers toutes ces aventures, malgré, avec, bon, ce qui est aussi plaisant, plus de profondeur, de réflexion, des personnages qui peuvent être des fois agaçants, comme aussi faire preuve d'énormément de sagesse. Donc, bon, moi j'ai aussi beaucoup apprécié de lire un livre qui se passe en Nouvelle-Zélande. C'est un pays qui me fascine un peu et enfin, c'est rare, je trouve, de lire des livres qui se passent là-bas. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant pour moi. Et donc ça a été une très bonne lecture, une très bonne lecture et agréable et aussi touchante, surtout sur le côté humain qu'on peut retrouver notamment à la fin, qui est assez émouvante. Et maintenant un roman noir, c'est Duchess de Chris Whittaker. Duchess, c'est le prénom de la protagoniste, une jeune fille, une ado de 13 ans, qui vit en Californie avec sa mère, Star, qui elle est complètement perdue, accro aux médicaments, qui est très entourée par des hommes qui abusent d'elle, c'est assez glauque. Et voilà, donc Duchess vit avec sa mère et avec Robin, son petit frère de 5 ans. Le ou les pères sont un mystère. Il y a aussi un autre personnage qui veille quand même bien sur eux. Il s'appelle Walk et il est policier, inspecteur. Et en fait, il était lié à Star parce qu'ils étaient amis dès la jeunesse, amis proches. Et ils étaient proches aussi avec un autre ami qui s'appelle Vincent. Vincent qui malheureusement, à 15 ans, a percuté avec sa voiture la sœur de Star et ce qui l'a tué. Il a écopé d'une peine de 30 ans de prison et là où commence l'histoire, il vient de purger sa peine et il sort de prison. Il retourne dans la ville. Il est toujours ami avec Walk. Il s'avère assez humain, touchant, attachant, bienveillant, très réservé, par contre, très réservé. Mais bon, alors ce qui se passe, c'est que en fait, Star, la mère, va être assassinée par balle. Et c'est Vincent qui va être déclaré, présumé, déclaré coupable. Et en gros, la peine de mort pèse sur lui. Mais Walk est convaincu que Vincent est innocent. Il a même un coupable en tête, mais rien n'est très clair. Il y a cette histoire donc avec Vincent, avec l'assassinat de Star et les mystères qui se cachent derrière tout ça. Mais le roman tourne aussi bien sûr avec ce titre Duchess sur le personnage de l'ado, de la jeune fille qui n'est pas comme les autres. Elle a vécu des choses extrêmement dures et ça se sent. Elle fait peur aux autres enfants, elle est très très forte, elle se proclame hors la loi, mais en tout cas elle a un lien avec son petit frère Robin extrêmement fort. En fait c'est un peu elle la mère de Robin. Elle veille sur lui de manière inconditionnelle, d'un amour inconditionnel. Duchess et Robin, à la suite de la mort de leur mère, vont se retrouver dans le Montana chez leur grand-père, qui, comme beaucoup d'autres personnages de ce roman, s'avère au début, enfin, a l'air au début plutôt rustre, dur, etc., mais en fait se révèle aussi très humain et touchant. Et voilà, l'histoire continue, beaucoup de drame, c'est un roman noir. Il y a aussi de la lumière,
de la lumière triste. Et quand tout est révélé à la fin, et il y a beaucoup de choses, moi en tout cas j'ai été extrêmement émue par les révélations, mais aussi par les personnages et tout l'aspect humain que ce Britannique, Chris Whittaker, a choisi d'écrire et de nous proposer. Donc je recommande ce livre vivement. Et pour terminer, je vais vous parler d'une romantaisie pour adultes, vraiment, ça c'est important de le préciser. Elle fait partie, c'est le premier tome de la saga des Sans Destins de Daniel L. Jensen et elle s'appelle Un destin ancré dans le sang. Alors ce qui m'a attirée, c'est que ça se passe à l'époque des Vikings. Mais comme bon voilà, il y a le côté fantasy, les dieux nordiques existent, sont réels dans cette histoire. Et on y suit une humaine, Freya, qui est mariée à un homme absolument insupportable et odieux, mais qui a un pouvoir, car lors de sa conception, un dieu a participé à la chose, et il a donc voilà, un pouvoir magique qui le différencie des autres. Sauf que Freya cache le secret que elle aussi, en fait, elle est liée, elle est un peu comme la fille d'une déesse, et elle a un grand pouvoir elle aussi. En fait, c'est une sorte de Shield Maiden, pouvoir magique, enfin voilà. Freya fait la rencontre d'un jeune homme qui vient d'un autre territoire, d'un clan du Skaland, Bjorn, qui lui aussi a un grand pouvoir et est fils de demi-fils de Dieu. En fait, c'est le fils héritier de Snorri, le chef de clan. Et Freya va être amenée à épouser, suite à la rencontre avec Bjorn et à un échange violent, pas avec Bjorn, mais entre son mari qu'elle va finalement tuer, et le père de Bjorn, Snorri, donc le chef, qui va la forcer à l'épouser, et elle deviendra sa deuxième femme et ira vivre avec eux dans le territoire de Skaland. En fait, c'est pas pour rien que Snorri a voulu l'épouser. Freya a donc de grands pouvoirs, et elle est liée notamment à une prophétie qui indique que la personne qui sera mariée, qui sera proche, qui sera liée à elle, aura un grand pouvoir sur les territoires. Or, Snorri aimerait vaincre son grand ennemi qui est un peu le roi de tous ces clans dans le nord de l'Inde. Et Snorri va donc mener une guerre avec Freya à ses côtés, en pensant ainsi remporter et devenir le roi des rois, remporter cette guerre. Évidemment, comme c'est une romantaisie, il y a une histoire d'amour, pas entre Snorri et Freya, mais entre Freya et Bjorn. Ce que j'ai apprécié, c'est que c'est une histoire d'amour qui va doucement, les personnages ils ont des caractères bien affûtés. Et alors c'est un livre où il y a beaucoup d'action. Mais alors beaucoup, de l'action, des batailles, même des morts vivants. Enfin bon, bref, c'est vraiment un livre, une épopée. Bon, moi j'ai pas été complètement convaincue pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui ne tenaient pas debout. Il y avait des détails où j'étais ça va pas. Aussi, il y a des personnages qui sont très stéréotypés et donc creux. Et surtout, j'avais deviné quasiment tout dans ce qui se passe dans les révélations de la fin. Pas tout, mais une grosse partie, et cela depuis longtemps. Donc, bon. Mais je suis partagée parce qu'en même temps, j'ai quand même dévoré le livre, hein. Il n'y avait aucun souci, la lecture était très fluide. Je l'ai lu très rapidement, sans me forcer. Donc voilà, c'est un peu paradoxal, je suis partagée.
Je voulais lire ce livre parce que j'avais déjà lu une duologie de cette autrice, Danielle L. Jensen, qui s'appelle Le Pont des Tempêtes, qui est une romantaisie pour adultes aussi, et où j'avais vraiment bien accroché. Et donc c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers ce livre-là, ça fait partie des raisons. Je me suis dit avec cette autrice, peut-être que... bon, je sais pas, je vais voir si je continue à lire ce type de roman, de la romantaisie ou pas. Si vous avez des conseils en tout cas de romantaisie qui sont vraiment de qualité, je suis preneuse parce que je pense que c'est ce genre de lecture qui sont quand même très agréables, très prenantes, où on est plongé, c'est des page turners hein, en fait, clairement. Mais s'il y a un aspect intelligent, ça peut enfin, être un coup de cœur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais vécu pour certains autres livres. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez. Voilà. Donc encore une fois, un bilan avec des lectures très variées, des sujets abordés très variés. Je vous réserve une vidéo de recommandation un peu spéciale pour la moitié du mois à venir, vers la mi-mai. Et bon, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte en tout cas de lire vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir et c'est toujours très intéressant de vous lire. Et bah voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.